Bonjour à toutes et à tous, et bravo une nouvelle fois aux comédiens qui ont... On peut les applaudir à nouveau. Merci pour ce morceau de bravoure d'avoir habité à ce point l'hôtel de Lassay. Bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose, parce qu'évidemment, une fois n'est pas coutume, nous sommes en retard. Nous allons continuer les dialogues à la suite de ce que nous venons d'entendre autour de cette pièce qui s'appelle donc Rénovation par la compagnie Les Sens des mots. L'idée, là à l'instant, c'est de s'interroger sur comment réparer la ville justement à l'heure des transitions, la place des quartiers populaires, mais de manière plus large, la place des classes populaires, la place des habitants. Et c'est tout ce qui nous a été justement montré au travers de cette lecture. Pour en discuter, je vais vous demander d'accueillir, mesdames, messieurs, Marie-Christine Jaillet, Christine Lecomte, Emmanuel Béranger et Anne Terlet. Je vous en prie, rejoignez-moi. Installez-vous. Marie-Christine Jaillet, vous êtes sociologue au CNRS. On vous a vu au début. Du coup, si vous le permettez, je vais commencer par vous. Qu'avez-vous à dire de ce que on vient d'entendre? Quelle réaction, justement, tout ceci stimule chez vous? Vous devez avoir... non, vous n'avez pas de micro? Si, à côté, s'il vous plaît. Alors, un petit rebond à ce qu'on vient d'entendre. Dire d'abord, je ne suis pas responsable de la pièce. Hein. La règle du jeu, c'est Baptiste Hammann qui, en s'inspirant de ce que nous avons pu échanger pendant 50 minutes, a écrit ce texte. Oui, bien sûr. Non, mais l'idée n'était pas de dire que vous étiez responsable. Non, c'est important de le dire parce oui. qu'il y a aussi la manière dont lui a... à travailler. Et je voudrais ajouter que Baptiste Hammann, dans son expérience d'artiste, d'auteur, a été en résidence dans les quartiers nord de Marseille pendant de nombreux mois et qu'il a donc accompagné aussi une politique publique dans ces quartiers-là. Ce que ça m'inspire, moi, c'est deux choses. C'est une question que je posais au début, c'est-à-dire que notre métier, mon métier à moi, c'est de faire de la recherche, d'essayer de rendre compte de ce qu'on observe. Bon, là, s'agissant des quartiers populaires et des habitants de ces quartiers-là, mais avec quel impact ? Et ce qui est intéressant, c'est, nous travaillons plutôt, nous, sur le registre de la raison, de l'argumentation. Un auteur de pièces de théâtre travaille plutôt sur le registre des émotions. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour rendre compte de ces réalités? Et l'autre chose que ça m'inspire, et c'est ce qu'il a donné, je crois, à voir, c'est qu'au fond, les trois archétypes qui étaient là, donc le professionnel, les services d'une métropole, et on pourrait dire la métropole, la grande ville, et puis l'archétype de l'habitant, l'habitante, ont chacun, au fond, une rationalité qui a une forme de légitimité, mais c'est des discours qui ne se croisent jamais, jamais. Chacun, au fond, ou chacune a un point de vue absolument légitime. Pour autant, ça ne se croise jamais. À la fois, l'utopie du professionnel qui probablement a cru à son projet, le sentiment de la métropole de faire peut-être bien, mais de faire pour, et puis l'habitante, en l'occurrence, qui se sent pas prise en considération, dont l'histoire, dont l'attachement au lieu n'est pas prise en considération. Et au fond, pour moi, c'est assez symptomatique de ce qui se joue dans les politiques publiques aujourd'hui, c'est-à-dire éventuellement des logiques qui s'additionnent. Des logiques de silo, finalement. Voilà, mais avec un enjeu qui est celui qui est présent depuis ce matin. Deux enjeux, c'est celui de la capacité de dialogue
c'est celui de la capacité d'échange, de confrontation aussi, de points de vue et d'intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes, d'objectifs qui ne sont pas les mêmes, la capacité à déboucher sur le meilleur compromis possible ou le plus juste compromis possible, là s'agissant des politiques de réaménagement des quartiers d'habitat social. Et l'autre chose que ça m'inspire, c'est quelle est la place des habitants, des usagers, alors des classes populaires, puisque là c'est bien des classes populaires dont il s'agit, mais plus largement. Donc ça interroge aussi tous les dispositifs dits de démocratie participative, parce qu'on peut bien imaginer éventuellement que dans ce quartier-là fictif dont il est question, il y a eu des dispositifs de consultation, de concertation. Mais on y reviendra effectivement sur comment faire participer et remettre les habitants au cœur. Les habitants qui, vous le constaterez, ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais pour autant, il est nécessaire, et c'est ce que j'entends aussi, de réinterroger nos pratiques, nos manières de faire, de sortir de nos silos, de manière à réparer dans cette écologie du soin dont nous parlait la représentante de la métropole à l'instant. Peut-être, Emmanuel Bélanger, vous êtes historien, par ailleurs directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez sur ces classes populaires, sur ces quartiers populaires, entre autres, mais vous travaillez aussi sur la dimension de mémoire immatérielle de ces populations. On a fêter les 20 ans de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Maintenant que j'ai un peu de kilométrage, je peux dire que tout ce qu'on vient d'entendre en fait a au moins 20 ans et que finalement ces pratiques-là et la manière dont on n'a jamais réussi à mettre les habitants au centre, même si on a tenté des dispositifs de démocratie participative, des conseils citoyens, etc. On connaît aujourd'hui les incidences. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la mémoire et comment vous rebondissez sur ce qu'on vient de voir ? Alors, merci Nora Hamadi. Vous l'avez dit, je suis historien. J'ai travaillé sur l'âge d'or de la ville industrielle et de ses quartiers populaires, et en particulier sur ce qui singularisait ces territoires de la banlieue rouge, c'est-à-dire une fierté d'appartenance, c'est-à-dire un patriotisme de clocher qu'Annie Fourcault appelait à base de classe, et qui soulignait à quel point, finalement, la ville et ses habitants ne formaient qu'un seul et même espace vécu, et de projection sociale également. Et là, ce qui est très inquiétant après avoir vu cette pièce de théâtre, c'est que là, on se demande, mais comment on va réparer la ville à l'heure des transitions si chacun reste dans son couloir, si l'urbaniste, la métropole, qui au demeurant semble très fragile, on les sent éprouvés, finalement n'entendent pas les habitants, l'habitante finit par dire d'ailleurs qu'elle va demander des comptes à cet urbaniste et à cette métropole. On ne sait pas si c'est un élu ou un administrateur, mais c'est assez, je dirais, éclairant sur l'état du monde de ces quartiers populaires et sur finalement les inquiétudes qu'on peut formuler, parce qu'on n'est pas du tout, me semble-t-il, dans l'expression d'une transition douce où chacun trouverait sa place, où chacun serait écouté, entendu et participerait en quelque sorte de la rénovation et des transitions pour finalement relever les grands défis, notamment de la question environnementale, qui est la question sociale du XXIe siècle. Donc on se dit comment finalement on va dépasser nos entre-soi pour penser du commun. Et là, je n'ai pas vraiment la réponse après avoir vu cette pièce. Vous êtes même très déprimé après avoir vu cette pièce. Oui, moi je l'étais un peu. Alors heureusement, je vis une autre expérience qui me semble plus heureuse et plus constructive, qui est celle de la MULOP, l'association pour un musée du logement populaire, qui s'appuie sur l'expérience du Tenement Museum de New York et qui s'appuie sur le vécu d'habitants. Et donc elle a donné lieu d'abord à une exposition La vie HLM à Aubervilliers, dans une cité emblématique de l'histoire des grands ensembles. Et aujourd'hui, elle est avec des élus, justement, avec de nombreux partenaires, elle est en quelque sorte pensée comme une préfiguration, cette exposition, d'un musée qui raconte cette histoire sociale, qui raconte à un moment donné que ces habitants ont été la centralité qu'ils ne sont plus.
et qui avaient des fiertés d'être d'ici. Et je dirais surtout, c'est qu'il y avait des formes d'ascension, c'est-à-dire que l'élu qui a l'air de pas du tout maîtriser son territoire, elle ne peut pas le maîtriser parce qu'elle n'est pas issue de ces territoires. Alors que l'histoire que moi j'ai pu observer, je dirais, ces ouvriers, ces enfants d'ouvriers, ils accédaient au pouvoir municipal, ils accédaient à la représentation et ils participaient de la transformation de leur territoire. Malheureusement, on a changé d'époque. On était à l'époque face à un pouvoir politique qui était ancré, qui n'était pas, allez, disons-le de manière claire, qui peut être parfois hors sol face à ses habitants. Vous le diriez de cette manière? Je pense qu'on peut le formuler ainsi, et puis on aurait pu ajouter d'autres acteurs. Il y a un acteur, à mon avis, qui compte, qui n'était pas présent, on ne l'a pas entendu, c'est l'État. Et il y a aussi un autre acteur qui est l'acteur économique, le libéralisme, le capitalisme, si on veut les nommer ainsi, qui joue aussi un rôle extrêmement important dans ces dynamiques de métropolisation et de mise à l'écart de certains quartiers, de certains habitants. Mais ça, justement, on va y revenir. Christine Lecomte, vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Vous avez écrit « Réparons la ville » aux éditions Apogée avec Sylvain Grisot, qui est par ailleurs urbaniste. Voilà. Les vilains architectes qui, du coup, sont incapables de comprendre la ville, incapables de comprendre ses habitants, qui ne pensent pas espace de vie, qui sont à la limite, à la solde des aménageurs et des grandes forces économiques. Voilà. Dans cette pièce, on a entendu beaucoup de choses sur les architectes, entre autres. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous reconnaissez des choses que vous avez vécues? Alors, déjà, merci pour l'invitation. La première chose, c'est que ça m'a rappelé une rencontre avec un ministre dont je ne citerai pas le nom, qui m'a envoyé à la figure un jour, de toute façon, le pavillonnaire, c'est la faute des architectes. Sachant que 85% des maisons individuelles ne sont pas construites par des architectes. Donc c'est souvent la faute des architectes, mais c'est souvent la faute de plein de professions. Je reprends la phrase. Quand il s'agit de penser la ville, c'est pas toujours des génies, les architectes, nous disait l'urbaniste. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je pense que c'est la question que vous précisiez, qui est les jeux d'acteurs, et ce que ça crée comme incompréhension entre nous. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a pas le même objectif. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand il y a le même objectif, on arrive à travailler sur le long terme. Mais quand on n'a pas tous le même objectif, mais de manière concrète, en quoi? Parce que moi, j'ai quand même le sentiment que tout le monde est d'accord sur l'idée de rénover ces quartiers. Les habitants, les premiers clairement non. Non. L'habitant, il n'a pas la même vision que la personne de la métropole, qui n'a pas la même vision que le promoteur, qui n'a pas les mêmes liens d'intérêt avec... voilà. Donc l'objectif, je vais prendre un cas mais concret. la vision n'est pas la même. Prenons la filière du lait. C'est exactement la même chose. Entre celui qui produit le lait et celui qui le consomme, il y a 30 000 acteurs qui ne se parlent pas. Et en fait, entre eux, il y a des intérêts différents. Là, on est sur des intérêts extrêmement divergents. Mais le plus important aujourd'hui, puisque ça, on peut faire des constats, c'est aussi ce qu'on doit produire dans l'avenir face aux enjeux qui nous attendent. Et là, en fait, on a une opportunité pour que justement nos enjeux nous amènent vers des besoins et des buts communs, collectifs. Moi, je reprends le rôle de commun. Je pense que la fabrique de la ville, c'est un peu la base de la politique. Dans politique, il y a police, c'est le mot ville. Donc, il y a fondamentalement besoin de retrouver ce sens du commun. Et ce sens du commun, il doit être partagé et partageable, mais il doit aussi être insufflé. Et puis, il faut effectivement replacer l'habitant au cœur. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui m'a beaucoup touchée dans la pièce, c'est que ça m'a rappelé mes premières années de jeune architecte, où j'allais sur le terrain pour faire de la médiation en cité à Athis-Mons, et où un jour, je suis arrivée voir un petit garçon que j'avais vu la veille, avec qui on avait fait un travail de médiation architecturale, et qui était en pleurs. Les tours de Vigneux, qui étaient son paysage, depuis son balcon, étaient tombés le matin même. Devant ses yeux, ses copains habitent là-bas. Et en fait, à partir de ce moment-là, on comprend à quel point, en fait, le point de vue, il change. Le point de vue, il change parce que tout à coup, le mot « habiter » prend un autre sens. Et je crois que la façon dont on doit se positionner quand on est dans ces métiers-là, il doit être très humble, très, très humble. Parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui touche à l'intime et au commun, à l'intime, au collectif. Et à partir de ce moment-là, le travail, il est compliqué. Et quand on parle de « réparons la ville »,
moi je trouve que déjà on doit considérer ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas forcément fait. Et considérer, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on considère quelque chose, ben, on a envie de lui apporter une forme de soin, on a envie de travailler à partir d'eux. Et puis le mot réparer, c'est comme réparer son vélo, c'est la fierté d'avoir réussi à faire quelque chose à partir de quelque chose qu'on a. Donc on arrête avec la réhabilitation ? Non, on pense autrement, on pense un métabolisme auquel il faut faire attention ? On ne peut pas faire seul. Donc en fait, il faut emmener tout le monde, il faut embarquer tout le monde. Et en fait, si on n'emmène que soi-même, ça ne marche pas. Et principalement, il faut que ce récit, en fait, on va avoir des changements qui vont être fondamentaux à faire pour l'adaptation à nos territoires, pour les îlots de chaleur, pour limiter les pollutions, pour travailler sur des enjeux qui sont phénoménaux, moins de voitures. Donc on va devoir aussi bousculer un peu un mode de pensée qui n'est pas simple pour nous tous. Et à partir de ce moment-là, il y a forcément une forme de récit culturel et de culture commune à trouver. Et c'est là où la culture devient un lien énorme. Ce n'est pas les outils, la technique et le jargon qui vont nous aider, parce que ça nous éloigne. Ça nous éloigne forcément. Donc retrouver du commun, mais on y reviendra sur de manière très concrète comment on va devoir collectivement faire face à cette transition, quand en plus la question de la justice sociale est centrale, et c'est les Gilets jaunes qui nous l'ont rappelé, et on le voit au quotidien sur le terrain, quand on est notamment en quartier populaire, qui sont, s'il fallait le rappeler, ceux qui polluent le moins, mais ceux qui subissent le plus ces changements et ces transitions. Mais pour le coup... Anne Terlet, quand j'entends ce que vient de nous dire Christine Lecomte, me revient une anecdote d'un territoire, Emmanuel Bélanger, que vous connaissez bien, qui est la Courneuve, puisque la MULOP intervient justement en ce moment pour recueillir la parole patrimoniale, cette dimension de patrimoine immatériel en fait, des habitants. Et pour avoir eu la chance d'entendre des habitants, l'un d'eux disait « Moi, j'ai habité 4 appartements différents dans 4 bâtiments qui ont été détruits. » Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que ça vous fait ? Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Moi, je suis personne, moi, je suis juste le peuple. Cette dimension de subir et de se dire, de toute façon, je subis une politique qui me dépasse, sur laquelle je n'ai absolument pas prise, pour finir par me dire, moi, je suis le peuple. Vous, depuis le territoire sur lequel en fait, vous travaillez, donc vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération Seine-Eure et par ailleurs vice-présidente d'Intercommunalité de France, cette place des habitants et cette manière dont ils subissent ces politiques que... la métropole ou l'intercommunalité met en place, qu'est-ce que ça vous inspire et du coup, qu'est-ce que vous inspire aussi ce qu'on a vu ? La pièce qu'on a vue, elle m'a vraiment frappée par son réalisme. C'est-à-dire le choc entre le jargon des techniciens, et c'est vrai que dans la pièce, il manque l'État, c'est vrai, on l'a dit, mais qui jargonne aussi beaucoup. Il manque les élus, dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas présents sur la pièce. Donc ce choc des jargons, entre le jargon et le vécu, et peut-être la simplicité des mots, la simplicité du vécu, l'expertise, l'intelligence d'usage dont on parlait, ça m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est la souffrance, dont je crois qu'elle est réelle, en fait, et elle est partagée. S'il y a bien un dénominateur commun entre l'ensemble des acteurs, c'est cette souffrance, la souffrance de l'habitant, la souffrance des élus, probablement quand même, parce que je pense que la pièce, elle raconte probablement une histoire qui se situe en milieu urbain très dense, avec des intérêts. On peut peut-être aussi se dire que tout n'est pas aussi compliqué partout et qu'il existe des quartiers de géographie prioritaire et des programmes de rénovation urbaine qui sont jamais aussi idylliques que ce qu'on souhaiterait, qui portent pas toujours tous les fruits que l'on aimerait qu'ils portent, mais qui sont beaucoup moins conflictuels et peut-être moins en prise à des conflits politiques, financiers, tels qu'ils ont été décrits tout à l'heure. Donc peut-être juste dire ça. Et les situations, les intercommunalités où le maire de la ville-centre est en conflit avec le président sont assez rares, somme toute, quand même. Il faut peut-être se le redire aussi. Donc on a tout un tas de quartiers qui sont dans des territoires peut-être plus apaisés. Et pour autant, la question de la place de l'habitant est absolument centrale. Et elle interroge. Alors moi, je pars du principe que il n'y a pas de démocratie sans espace de tension et que si on a des moments qui peuvent parfois aboutir à de la souffrance, c'est aussi plutôt bon signe. Ça veut dire que cet espace de tension, il existe, que les objectifs qui
peut-être ne sont pas exactement les mêmes quand on est élu, quand on est urbaniste, quand on est architecte, quand on est habitant, quand on est fonctionnaire territorial. Pour autant, voilà, il y a des discussions qui sont envisageables. Notre problématique, pour moi, elle tient à l'accessibilité. Voilà. Et comme ergothérapeute de formation, je suis particulièrement sensible à ça. Que fait-on aujourd'hui? Comment est-ce qu'on réinvente ce dialogue? Voilà. En termes d'accessibilité même des mots, des représentations, voilà. Comment on se dit la manière dont on se représente tel lieu, tel endroit, tel... voilà. Là-dessus, on travaille très peu finalement. Et on voit bien... Là aussi, c'est un espace des communs comme ça a été posé. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on voit bien dans la pièce qu'au-delà de la logique de silo dont on parlait, finalement, on a un conflit de doctrine. Ça va bien au-delà, en fait. Hein. Il y a une doctrine peut-être urbanistique, il y a une doctrine de l'État, enfin, on parle bien de la doctrine de l'ANRU, et c'est les mots qui sont utilisés. Il y a peut-être une doctrine politique des élus, et puis on n'a peut-être pas du côté des habitants, ou en tout cas avec des logiques qui sont très différentes. Donc voilà, comment on se met en dialogue, ça c'est un vrai défi. Comment on se met en dialogue, comment on sort des silos, comment on fait en sorte en fait de recréer du commun là où chacun tire vers ses objectifs, ses territoires, peut-être repenser autrement, penser des formes d'intelligence collective qui soient en capacité de mettre tous les acteurs autour de la table et qui soient capables de sortir, et je le pose de manière de sortir de leurs égos, de sortir de logique de pouvoir. Ça implique de partager le pouvoir, de surcroît, quand, Christine Lecomte, vous en parliez, on est face à une urgence climatique qui va de facto poser la question de l'urgence sociale. Dans cette idée-là, de manière, et j'ouvre le débat vraiment, voilà, qui veut prendre la parole, on a toujours pensé la politique de la ville comme la politique des quartiers prioritaires. Est-ce qu'il faut là-dessus qu'on change aussi de paradigme, et comment on fait pour remettre les premiers concernés au centre de cette politique? Qui veut démarrer? Rapidement. Allez, moi je veux bien. Allez-y. Parce que c'est mon dada, ce sujet. Moi, je crois qu'il faut qu'on passe d'une politique d'exception, parce que la politique de la ville, c'est une politique d'exception à destination des habitants des quartiers. Voilà. C'est le BOP 147 de l'État. Hein. Il y a une partie, enfin les députés qui sont dans la salle connaissent ça quand ils votent les projets de loi de finances, à une politique d'inclusion. Voilà, passer d'une politique d'exception à une politique d'inclusion. Sur mon territoire, mais qui n'est pas unique en son genre, qui est même probablement assez répandu, les 2/3 des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'habitent pas les quartiers. Les 2/3 des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'habitent pas les quartiers. Pour autant, on a une intensité de pauvreté, une densité de pauvreté dans ces quartiers. Et on a une tendance quand même à vouloir faire au sein des quartiers et uniquement au sein des quartiers. Voilà. Coupant d'ailleurs ces quartiers-là du reste de la population, du reste des quartiers et réciproquement. Si on veut éviter la relégation, alors il faut qu'on ait une pensée beaucoup plus globale à l'échelon local, c'est-à-dire à l'échelon du bassin de vie en fait. Voilà. On arrête de penser le quartier, on arrête de penser même la commune, absolument. On pense bassin de vie. Absolument, avec cette articulation des échelons. Et je pense que le législateur, pour le coup, ne s'est pas trompé en 2014 en donnant cette compétence obligatoire aux intercommunalités, dès lors qu'on a aussi des compétences de mobilité, des compétences d'aménagement, des compétences de développement économique et d'emploi, d'insertion, etc. Et c'est cette vision-là à 360 degrés qu'il faut avoir. Voilà, donc, passons d'une politique d'exception à une politique d'inclusion. Oui, Marie-Christine Jaillet. Oui, dans le même ordre d'esprit, enfin, moi je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire politique de la ville, c'est une politique récemment liée en particulier aux politiques de l'ANRU qui s'est occupée des quartiers. Alors probablement que dans les quartiers dits de la géographie prioritaire, il faut effectivement améliorer les services, etc. Mais pour autant, la question qui se pose, c'est bien la question du lien, effectivement, de la relation entre ces quartiers et le reste de la ville. Parce que ces quartiers, au fond, ils assument aussi une fonction à l'échelle d'une intercommunalité, d'un bassin de vie, d'un bassin d'emploi. C'est-à-dire d'être aussi le lieu d'entrée pour les couches populaires, éventuellement précaires, issues de l'immigration aussi
pour un certain nombre d'entre elles, en tout cas dans un certain nombre de villes, et il faut bien que cette fonction-là, dans les villes, elle continue à exister. Il faut assumer d'avoir ce sas d'entrée. Comment ? Il faut assumer d'avoir ce sas d'entrée. Absolument. Simplement, ces sas d'entrée ou ces espaces d'entrée dans le système urbain, ils exigent aussi une dignité des conditions de logement, un niveau d'équipement, etc. Et ça pose aussi une autre question qui est celle de la solidarité entre communes à l'échelle de l'intercommunalité. Parce que lutter effectivement contre les processus de relégation, d'enfermement, suppose effectivement qu'on partage l'accueil des populations précaires à l'échelle de l'intercommunalité. On a un outil parmi d'autres qui s'appelle la loi SRU. Je ne reviens pas sur le débat actuel, mais on voit bien que là où il peut y avoir quand même une forte incitation ou une contrainte, et ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, la loi SRU, parce que derrière la construction, il y a la question des politiques de peuplement. Donc, bon, mais en tout cas, elle permet au moins... elle exige au fond qu'un certain nombre de communes, que les communes de l'ensemble d'une agglomération contribuent à l'exercice de la solidarité. Donc on voit bien là qu'il y a un enjeu important et qu'il y a au fond à la fois la nécessité de maintenir des espaces effectivement sas d'entrée, sans pour autant que les habitants qui arrivent là soient enfermés, parce que le sentiment le plus difficile, c'est celui-là, c'est celui de la relégation. De la relégation. Je veux pouvoir partir et je ne peux pas. Et c'est vrai que par rapport à la figure de l'habitante de la pièce, on sait bien pour travailler sur ces situations sociales qu'il y a une plus grande diversité à la fois des attachements au quartier et des parcours résidentiels. Il y a des habitants qui veulent effectivement rester, il y a des habitants qui veulent pouvoir partir. Et effectivement, le sentiment de relégation, il est là quand on ne peut plus partir. Et je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a celui effectivement de construire, de reconstruire des liens et donc de développer effectivement des politiques à l'échelle intercommunale où l'ensemble des composantes contribuent à l'exercice de la solidarité. Et il y a en même temps préserver dans la ville des espaces qui permettent effectivement l'entrée sûre. À un moment quand même où dans la société, ce qu'on observe, bon, la pièce le dit aussi, c'est à la fois de fortes logiques de fragmentation sociale, mais aussi quand même du côté du fonctionnement de la société, des processus de mise à distance aussi. Des processus de ségrégation. Parce que la ségrégation, c'est pas simplement le fait de la manière dont la ville est produite par les politiques publiques ou par le marché, c'est aussi la manière dont elle est produite par les comportements. Et donc ça interroge aussi fondamentalement le fonctionnement de la société. Et juste un dernier élément par rapport aux couches populaires et par rapport à ce qui a été dit là, c'est-à-dire au fond, effectivement, l'acteur métropolitain comme l'urbaniste, au fond, pense bien faire pour. Le problème, c'est quand on pense bien faire pour, on fait sans aussi. Et il faut apprendre à faire avec. Voilà. Et sur la question de la transition aujourd'hui, il me semble qu'on est aussi au cœur de cette question-là, avec en plus une question qu'il faut aussi poser. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des politiques publiques qu'on voit bien dans les quartiers populaires, au nom de la transition, arriver sur des logiques injonctives ou pédagogiques. On va apprendre aux gens à avoir les bons... On va y revenir, effectivement. Non mais j'aimerais bien entendre Christine Lecomte là-dessus. Finalement, ce qu'on entend, c'est que bon, il faut assumer d'avoir des sas, d'avoir des espaces d'entrée dans une forme d'urbanité, que tout ceci doit être pensé à un niveau de bassin de vie, que cela implique de la solidarité, y compris donc sur les questions de logement, et que de manière aussi stricte, on est face à une crise qui est telle qu'il va falloir peut-être construire plein de logement très accessible, c'est-à-dire du PLAI, dans un moment où, en termes de politique publique, c'est pas ce qui est en cours. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette idée de, allez, on repense en termes de bassin de vie
La chose, c'est qu'on peut vraiment dézoomer très très haut et aller Ouais. jusqu'à l'échelle de la France. En fait, la question, elle se pose même à cette échelle-là, parce que finalement, la forme de solidarité nationale, elle sera à toutes les échelles, et les échelles vont être imbriquées. C'est-à-dire, si on prend l'échelle nationale, entre ceux qui vont subir l'érosion côtière, les sécheresses, les inondations, les problèmes liés à la montagne, puis si on va à une autre échelle, d'autres problématiques plus fines, etc., en fait, ça re-questionne toutes les politiques publiques et un peu l'articulation qu'il y a entre ces politiques publiques, et aussi le fait, et ça peut-être que c'est une nouveauté dans notre siècle qu'il va falloir absolument qu'on prenne en compte, c'est qu'il n'y a pas une unique solution à chaque problème. Et ça, c'est un sujet, parce qu'on a toujours cherché, quand il y a les canicules, il faut peindre toutes les villes en blanche. Voilà, par exemple, en blanc, pardon. Et donc, c'est un peu ça. Il faut se questionner aussi sur ça, c'est-à-dire sur le fait qu'on n'a pas de standardisation possible, et on a à éviter les silos, mais à toutes les échelles, il y a des choses qu'il va falloir Et reconnecter. repartir du terrain, c'est ça que j'entends aussi. Oui, mais moi je me pose même la question, excusez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais du périmètre du ministère du Logement. Je comprends pas. Je veux dire, je vois pas aujourd'hui comment on va penser une politique du logement dans le périmètre qu'on a là, sans pouvoir se questionner d'une manière un peu plus pertinente sur les liens entre logement, transport, mobilité, excusez-moi, travail, à l'aune où on sait qu'il y a des logements dans des endroits où il y a moins de transport, et à des endroits où... voilà, parce qu'en fait, la question, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des problèmes de carbone, mais on n'a pas que ça. Et donc, les limites planétaires et la 6e extinction de masse, c'est quand même ce qui nous pend au nez fortement. Et donc, sur la question de biodiversité, sur les questions de ressources, même pour la construction, sur les questions de pollution et d'atteinte à notre santé et à la santé animale, on est quand même dans des extrêmes et des alertes extrêmement graves. Et ça nous questionnera forcément sur des éléments à faire évoluer dans toutes nos politiques publiques. Et c'est pour ça que je parle de toutes les échelles, parce qu'on doit réinterroger toutes les échelles. Et forcément, ce récit, qui soit à l'échelle de l'habitant dans son quartier ou qui soit à l'échelle du citoyen qui va voter, il va falloir embarquer, parce que le court terme du temps politique, aujourd'hui, va devoir aussi se projeter sur des temps un tout petit peu plus longs. Sinon, on n'arrivera pas à mettre en place des éléments qui pourraient nous sauver et sauver notre maison première. Mais Emmanuel Bélanger, et ensuite je vais demander à Pierre Cerciron de nous rejoindre au pupitre. J'aimerais bien vous entendre sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que dans notre histoire même récente, un tel défi, moi, ça me renvoie à la reconstruction d'après-guerre, à tous les rapatriés d'Algérie, au logement indigne qu'il a fallu qu'on résorbe dans les années 50. À cette époque-là, on avait créé un outil qui s'appelait la DATAR, une espèce de logique, alors certes très top-down, on admettra ça. Comment, peut-être dans l'histoire, est-ce qu'on a réussi à penser ces défis et des transitions comme celles auxquelles on doit faire face aujourd'hui? Comment on a fait? Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, l'histoire, elle se répète pas. L'histoire bégaye jamais? Non, elle ne se répète pas, mais il est vrai, et Nora m'a dit, vous avez raison, il est possible de tirer les leçons des expériences passées, et incontestablement, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est un défi majeur. Il faut reconstruire 18% du parc immobilier français qui a été totalement ou partiellement détruit. Il faut inventer de nouvelles politiques, et en particulier l'urbanisme prioritaire, pour donner un toit à cette France du travail à l'époque. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'incontestablement, on a changé d'époque, parce que, ne l'oublions jamais, mais pour saisir aujourd'hui le sort et projeter le devenir des quartiers populaires, il ne faut pas oublier qu'on ne s'est pas encore relevé du choc de la désindustrialisation et du travail. Le travail, c'était du lien social, c'était de la fierté, c'était de l'appartenance, c'était de l'affiliation. Et cette question-là, elle reste quand même majeure. Et je voudrais, moi, terminer sur un point, c'est que j'ai quand même trouvé dans le récit un peu désenchanté qu'on nous a donné à voir, aussi des formes d'encouragement, peut-être de continuité. C'est l'habitante qui dit, à la fin, « Moi, je veux rester. » Et je veux m'enraciner. C'est un peu ce témoignage du Cournevien qui vous dit « Moi, je suis le peuple, on me fait subir beaucoup de choses, mais je suis toujours là. Et je resterai ici. »
Parce qu'après tout, les quartiers populaires sont aussi un terroir. En tout cas, c'est un lieu de ressourcement. Mais la grande différence avec la ville populaire, la ville rouge, que d'autres ont pu étudier avant moi, c'est que ce patriotisme de clocher, c'était un territoire de fierté, c'était un territoire qui permet de se projeter ailleurs. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que les quartiers populaires sont très souvent perçus comme des lieux de refuge, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Et là, je crois que c'est aussi un élément de réflexion. Cette transition, c'est aussi des transitions sociales qui permettent de ne jamais, on n'oublie jamais le quartier populaire, c'est ce que nous ont dit les habitants qui sont venus voir l'exposition La vie HLM. Très peu habitaient le quartier, mais tous étaient passés par le quartier et tous en conservaient un souvenir heureux. Voilà, c'était une petite réflexion. C'est effectivement majeur en fait de le penser de la sorte, et ça me fait penser à ce que vous disiez Interlé tout à l'heure, c'est qu'en fait il va falloir peut-être aussi qu'on dézoome là-dessus. On a les quartiers prioritaires, on a les quartiers populaires et on a des classes modestes, et de facto c'est une réalité qui est différente d'un territoire à l'autre, donc réancrer ça d'un point de vue territorial peut-être c'est important parce que les solutions ne sont pas forcément les mêmes, mais sur ces habitants, justement, je vous demande d'accueillir Pierre Cerciron. Pierre, bienvenue à vous. Pierre, vous êtes doctorant au laboratoire de géographie sociale ESO. On dit ESO ou ESO? ESO. ESO. À l'université de Rennes 2, vous faites partie de la chaire de recherche Arpenté, et vous travaillez justement sur ces habitants et sur tout ce qu'on dit d'eux, eu égard à leur pratique et à l'écologie. Je vous en prie. En effet, à travers un travail de... Bonjour à tous et à toutes, et merci de m'accueillir et me donner la parole. Donc, en effet, autour d'un travail de thèse sur la question de l'articulation entre transition écologique, quartier populaire et politique de la ville. Tout à l'heure, Nora Hamadi le citait, si on prend les quartiers populaires, on a une certaine inversion entre les personnes et les groupes responsables, par exemple du changement climatique, et les personnes et les groupes exposés. Donc on entre là dans le champ des inégalités et des injustices environnementales, mais qui inclut également des inégalités d'accès aux ressources naturelles, des inégalités de vulnérabilité face aux risques, des inégalités face aux politiques publiques et leurs impacts, et enfin des inégalités en termes de participation et de prise en compte. Alors mon travail de recherche s'ancre dans la continuité de celle ouverte dans le champ de la justice environnementale, c'est-à-dire au croisement des questions environnementales et des questions sociales. Et si on prend concernant les quartiers et les classes populaires, il y a plusieurs grilles de lecture qui existent. Je reprendrai ici la typologie réalisée par Léa Billin dans une récente thèse. Donc, une première grille de lecture postule l'indifférence des classes populaires aux enjeux écologiques qui expliquerait leur sous-représentation dans le champ de l'écologie. Cette lecture tient davantage d'une lecture de surface qui passe à côté des dynamiques sociales et politiques qui se jouent dans les réalités de terrain. Une autre grille de lecture existe, celle de la dépossession des classes populaires sur les questions écologiques et qui tient au manque de reconnaissance, voire à l'exclusion de celle-ci du débat public. C'est par exemple les travaux de Jean-Baptiste Comby qui pointent, et je le cite, une mise à distance de la rhétorique dominante, ce que juste avant, il me semble, Emmanuel Bélanger détaillé comme une forme de mise à l'écart qui peut exister. Je peux encore citer Adrien Madier qui pointe aussi ce phénomène à travers une récente thèse qui pose la question: populariser l'écologie, est-ce éduquer les classes populaires? Ce qui était à peu près le propos aussi de Marie-Christine Jaillet ou de ce qu'a voulu exprimer Marie-Christine précédemment. Une troisième grille de lecture qui existe, c'est celle de l'écologie populaire, comme forme de l'écologie déployée spécifiquement par les classes populaires, qui tiennent tantôt aux mouvements sociaux ou à des formes de conflictualité, comme la lecture théâtrale avant l'esquissé, et qui peuvent tenir aussi de la sobriété populaire, qui bien sûr, il ne faudrait pas romantiser pour autant. Donc voilà, écologie populaire comme forme d'appropriation spécifique de la question environnementale par les classes populaires. Enfin, la grille de lecture que mobilisera ma thèse sera celle de l'écologie ordinaire, qui prend bien appui sur l'hypothèse de la dépossession
et sur celle de l'écologie populaire, mais qui vise à s'inscrire dans une question d'empowerment des classes populaires sur cette question-là. Donc c'est une approche davantage anthropologique, une lecture qui est notamment travaillée par Nathalie Blanc et qui met en lumière les multiples formes qui se jouent à bas bruit et sont souvent invisibles ou invisibilisées d'investissement collectif de l'environnement par les habitants, habitantes et la création de relations avec celui-ci. Donc c'est des multiples initiatives formelles ou informelles qui ne s'affirment pas d'emblée comme écologiques ou comme politiques, mais qui révèlent bien de ces champs-là. Je pourrais citer, parmi les auteurs récents, il y a un manifeste de l'écologie ordinaire qui a été publié en 2023 par Nathalie Blanc, Cyria Emelianov et Hugo Rochard. Léa Billin, quant à elle, a publié une thèse, l'écologie ordinaire en quartier populaire, qui applique au quartier populaire français cette grille de lecture. Donc cette recherche étudiera la question de la participation en quartier populaire en matière d'écologie, la question de la participation notamment des classes populaires, c'est une question sur laquelle il y a déjà eu de nombreux travaux qui existent, dont le rapport Meshmash-Baquet ou encore le récent livre Pour en finir avec la démocratie participative de Manon Loisel et Nicolas Rio. Parmi les travaux plus anciens, mais encore d'actualité, on pourra citer l'échelle de la participation créée par Sherry Einstein, puis Roger Hartz, qui vise à situer sur une échelle la nature de la participation des publics, sur une échelle qui va de tout en bas, l'échelon de la manipulation, jusqu'à tout en haut, un échelon où ce seraient des projets autonomes soutenus, avec tout un tas d'échelons qui existent entre les deux. Voilà, donc mon travail de recherche sera un regard croisé entre l'écologie ordinaire d'une part, partant du bas, et les politiques de la ville d'autre part, dont une nouvelle génération, Quartier 2030, se déploie à partir de cette année 2024, avec comme axe majeur la transition écologique, l'enjeu étant de créer des ponts, et mon terrain sera composé de quartiers populaires dans 3 villes, Angers, Grenoble et Saint-Nazaire, avec un éclairage miroir d'une ville allemande, avec comme objectif, in fine, d'outiller les acteurs et actrices, notamment de la politique de la ville, dans la prise en compte de l'écologie ordinaire et des initiatives habitantes. Pierre, si vous me permettez, ce n'était pas du tout prévu, mais une petite question. Vous qui travaillez, qui connaissez bien les espaces de l'éducation populaire, diriez-vous que ça, c'est une possibilité justement de faire prendre conscience de cette écologie du quotidien? Comment est-ce que tout ceci peut s'articuler à partir des pratiques des habitants? Eh ben, je pense qu'il faut s'inspirer, c'est vrai, des pratiques de l'éducation populaire qui visent à considérer les publics non pas comme des réceptacles d'actions éducatives, d'urbanisme, etc., mais comme des sujets agissants. Donc c'est aussi la question de l'agentivité et comment on prend bien les premières concernés comme des acteurs et actrices. Et il y a une filiation avec les approches d'éducation populaire, d'empowerment, de prêter attention à ça et de changer cette relation pour être à même de créer des dialogues et peut-être des ponts. Et Pierre, vous avez une question pour nos panélistes. Oui, une question pour le panel et peut-être aux élus qui interviendraient après. Je citais l'échelle de la participation et je citais aussi une nouvelle génération de politique de la ville, Quartier 2030, qui commence cette année. En termes de transition écologique dans les quartiers, ma question sera comment permettre une participation ou une reconnaissance des habitants et habitantes qui soit au plus haut niveau sur la fameuse échelle de la participation, d'après vous, dans le cadre de ces nouvelles politiques de la ville. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Et du coup, vous démarrez cette thèse, c'est ça? On aura le plaisir de vous le lire dans 3 ans? C'est ça. C'est loin. Je vous taquine. Enfin, on sera ravis en tout cas. Merci beaucoup Pierre. Alors, de manière très concrète, Anne Terlet, je vais commencer par vous puisque vous êtes l'élu. Comment on fait pour travailler, faire en sorte qu'au plus haut soient prises en compte ces envies des habitants? Comment finalement le politique devient une fonction support, si vous me permettez l'expression, de la volonté des premiers concernés qui ont une expertise d'usage? Eh ben, on va sur le terrain, on les écoute,
on tient compte de ce qu'ils disent, on a de la considération pour leurs paroles. On sort des sentiers battus, on arrête les réunions publiques dans des salles à des heures, à des heures impossibles, quand on a des enfants à garder ou des boulots, voilà. Donc on considère, mais on partage pas le pouvoir. C'est ce que j'entends dans ce que vous nous dites. C'est quand même le politique. Non, on considère, on change la manière de faire pour être vraiment à l'écoute. Je pense qu'il ne faut pas opposer démocratie participative et démocratie représentative. On est élu, voilà, c'est la démocratie. Mais par contre, on peut partager la décision. On peut fabriquer la décision ensemble, à défaut de pouvoir réellement partager le pouvoir. On pourra partager le pouvoir si, c'est ce que je vous avais dit quand on s'était entretenu, si la participation citoyenne aboutit, et pour moi c'est un marqueur de réussite, et je l'ai toujours dit et je continue de le penser même 10 ans après ma première élection, si ça aboutit à faire en sorte que des habitants de ces quartiers et d'ailleurs décident de participer à une liste aux élections municipales, par exemple. Voilà, ça serait un indicateur qu'on a bien travaillé la participation des habitants, qu'on l'a fait ensemble. Évidemment, et ça, en général, si vous dites ça, votre maire, il n'est pas très content. Il n'est pas forcément content, mais il n'est pas forcément mécontent non plus, parce que ça peut être aussi avec nous, avec notre majorité, que ça pourrait se faire. Mais évidemment que ça, c'est quand même marqueur de se dire que des habitants ne sont pas dans l'indifférence, qu'ils ont envie de s'engager sur le plan citoyen. Si on l'a souhaité pour nous, on peut bien leur souhaiter pour eux. Voilà. Et après, il faut qu'on soit de leur côté. Dès lors qu'on a pu échanger sur ce qui était vraiment fondamental, je vous donne un exemple. Donc, moi, j'habite la commune de Louviers, je suis élue de Louviers. On a sur le territoire Seigneur 3 quartiers de géographie prioritaire, 2 quartiers à Louviers, maintenant 4 en fait, parce qu'il y a une commune qui est entrante, et la ville nouvelle de Val-de-Reuil, que les urbanistes et architectes, et voilà, la dernière née des villes nouvelles, quasiment. Ah bon, vous connaissez Louviers. Oui, ville de la reconstruction, c'est vrai aussi. On a eu un copil en rue pour le quartier de Louviers, qui est en ANRU, au lendemain des émeutes. Voilà, tout début juillet. Une des grandes demandes des habitants du quartier qu'on avait réussi à inscrire ensemble dans la maquette, c'était la question justement des poubelles et du tri sélectif. Les habitants avaient envie d'aller sur du tri sélectif et on avait un double intérêt qui était de libérer des locaux dans lesquels il y avait des grandes poubelles pas du tout différenciées qui les encombraient, ils ne pouvaient pas mettre les poussettes, ils ne pouvaient pas mettre leur vélo, voilà, ils avaient très envie de ça et en même temps ils étaient prêts du coup, si on changeait le système, à faire ce tri sélectif qui est quand même un peu important aussi pour la planète. On a trouvé un point d'accord et donc au lendemain des émeutes, copil, et là l'État nous dit mais c'est juste pas possible, on va pas mettre les poubelles dehors, vous vous rendez compte, tout va brûler. Donc sécurité, 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 non, on ne peut pas aller. Et ben on s'est pas laissé abattre. On a compris que pendant le copil, on n'y arriverait pas. Et donc, on a fait du lobbying différemment. Mais on a dit aux habitants qu'on ne lâcherait pas cette question-là parce que c'était trop important pour eux. Et vous l'avez obtenu ? Et on l'a obtenu. Bon. Emmanuel Bélanger. Alors, comment relever le défi de la relégation des quartiers populaires et de la transition environnementale ? Premièrement, on arrête... Ça, c'est le titre de la table ronde. Mais il y avait la question de Pierre. Alors, j'essaie d'enchaîner et de répondre à Pierre, mais premièrement, on arrête de présenter uniquement les habitants comme des victimes. C'est un peu la présentation qui était celle de la table ronde. On se dit également que les sachants, ce n'est pas que les académiques, les experts et les élus. Troisièmement, on s'appuie sur la mémoire des habitants, sur leur histoire. Et c'est l'expérience qu'on mène, nous, avec les enfants des quartiers populaires, comment on transmet l'histoire en rappelant, et ça les surprend, et à la fin ils en sont très heureux, que l'histoire de France c'est aussi l'histoire des quartiers populaires et donc l'histoire de leurs parents. Et quatrièmement, on écoute l'habitante qui nous dit qu'il faut cultiver le jardin. Le jardin, c'est toute cette histoire aussi des jardins partagés, des jardins ouvriers, mais le jardin c'est aussi prendre soin de son quartier, d'un collectif d'habitants, et c'est aussi travailler la transmission et les apprentissages. Et ben voilà, le docteur Emmanuel Bélanger nous a fait un diagnostic et nous a donné la marche à suivre. Marie-Christine Jaillet.
Alors, je vais en ajouter. Je pense qu'on fait attention aux mots, donc Emmanuel l'a dit, aux mots et aux représentations. Donc, ce qui relève des pratiques de l'écologie ordinaire, on arrête d'appeler ça du bricolage. Voilà, on leur donne de la reconnaissance, on leur donne de la valeur. En même temps, on fait attention à ne pas en faire l'apologie pour autant, parce que la sobriété dont font preuve les couches populaires, c'est aussi sous contrainte économique. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est pas choisi. Voilà, c'est pas forcément choisi. On ne prend pas l'avion parce qu'on est éco-anxieux, c'est que de toute façon, on ne peut pas le prendre. Donc, il faut aussi entendre quelles sont les attentes et les demandes et les aspirations et les rêves et les désirs de ces couches populaires. Deuxièmement, on fait en sorte que toute politique publique se pose la question de la justice sociale. Alors, on peut prendre 2 exemples. Les Gilets jaunes, c'est parti de cette fameuse taxe carbone qui a été vécue comme une double peine. On a vu le débat sur la question de la ZFE. Tout le monde peut se mettre d'accord sur les zones à faible émission. Voilà, sur l'obligation, la nécessité d'améliorer la qualité de l'air, mais qu'on le fasse en ayant le souci de la justice sociale. Troisième élément, qu'on ait le souci aussi que l'effort qui est demandé à chacun soit proportionnel à son empreinte carbone. Or, on sait, tous les travaux le montrent, que les couches populaires, elles sont bien en dessous des 9,5 tonnes de CO2 qui est la moyenne française. Donc, elles sont plus proches du 2, fameux objectif, que du 9,5. Donc, cette question-là de la proportionnalité entre l'effort demandé et ce qu'est la réalité de l'empreinte carbone, c'est une question essentielle qui doit être au cœur des politiques publiques. Et dernier élément, cette question de la réparation de la ville à l'heure de la transition écologique. Alors, on parle beaucoup des quartiers populaires. Il ne faut pas oublier que réparer la ville, remettre aussi d'autres espaces dans le système territorial et socio-territorial, ça concerne aussi d'autres types d'espaces, parce que la question des Gilets jaunes, c'était moins la question des quartiers populaires que la question des espaces périurbains. Donc là, on est centré effectivement, nous, actuellement, dans cette table ronde, sur la question des quartiers populaires, mais je pense que ce qu'on vient de dire là vaut effectivement pour d'autres. Quant à la question du rapport, effectivement, aux politiques, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas simplement effectivement d'entendre, c'est de rendre effectivement acteurs les habitants. On voit bien qu'il y a des couches sociales qui n'acceptent plus qu'on fasse pour ou qu'on fasse sans. La question, c'est comment ramener évidemment dans le jeu ceux qui continuent éventuellement à accepter pour partie qu'on puisse faire sans eux et qui se tiennent du coup à distance. Donc l'enjeu de les ramener dans le jeu politique est pour moi une question fondamentale. Ça pose la question des dispositifs et ça oblige effectivement à revenir aussi sur la réflexion qui est en cours aujourd'hui sur les dispositifs de la démocratie participative. Pierre a fait référence aux travaux de Manon Loisel et Nicolas Rio. Je pense qu'il y a là aussi un certain nombre de pistes qui sont données pour refonder des procédures adaptées à la réalité. Voilà. Et effectivement, ce que portent Manon Loisel et Nicolas Rio, c'est véritablement aller au bout de ce processus, de remettre en fait les habitants et les usagers, quels qu'ils soient, en situation d'être acteurs de leur vie, de leurs expériences, notamment sur la question du travail. C'est d'être en capacité d'être au-delà de l'écoute, c'est repenser complètement les politiques publiques à l'aune de ce qu'on entend. Et des expérimentations sont faites notamment actuellement à Grenoble, où je pense notamment dans l'agglomération de Bordeaux, où dans le cadre d'une recherche-action, les Gilets jaunes qui avaient posé des cahiers de doléances sont en train de travailler à leur relecture. Et l'agglomération, la métropole de Bordeaux s'est engagée à repenser ces politiques publiques à l'aune de ce qui a été écrit. Donc là, on va bien plus loin, juste qu'entendre. On est dans quelque chose où on repense la question des politiques publiques, la gestion, et du coup, où l'expertise est partagée. Christine Lecomte, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Déjà, je voudrais rebondir sur la question des politiques publiques, parce que peut-être quand même qu'il y en a quelques-unes à réinterroger aujourd'hui, notamment à l'aune des équilibres économiques de fabrication de la ville.
Pour être très pragmatique, la question de démolir systématiquement pour rendre du foncier à des promoteurs doit être questionnée. Je le dis voilà, comme ça, pour se poser la question peut-être de la réhabilitation de ce qui est sur le terrain déjà. Et effectivement, dans la pièce, on parlait de la mixité et questionnement aussi sur qu'est-ce que ça veut dire et comment aujourd'hui on pense peut-être ces sujets-là d'une manière différente. Donc je pense qu'il y a des modèles et des modèles économiques. Qu'est-ce que vous voulez dire de manière très concrète? Penser la mixité de manière différente, c'est quoi? Concrètement, on n'emmène pas des gens comme ça, là, en trimballant et en se disant que les autres à côté, voilà, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que clairement, quand vous réhabilitez un territoire où de toute façon, vous n'aidez pas les gens à pouvoir aller ailleurs s'ils le souhaitent, à rester ici, vous ne créez pas les conditions. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste ni sociologue, mais ce que je vois bien, c'est que si on démolit des habitations pour les donner, pour donner des terrains à d'autres qui vont construire des bâtiments privés, on gentrifie. Et l'exemple le plus concret aujourd'hui qui, moi, me scandalise, c'est la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Et j'en dirai pas plus. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Où il y a des vrais questionnements. Donc ça, c'est pour les politiques publiques. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il va falloir clairement se poser la question de certains modèles économiques à l'aune des transitions écologiques et de la justice sociale. Parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas les dissocier et il y a une nécessité à penser les deux ensemble. On oublie aussi les vagues migratoires qui vont arriver et qui seront extrêmement importantes et sans doute nécessaires au regard de l'adaptation qu'on va avoir au changement climatique. Et qui posera encore une fois la question de la solidarité. Et qui pose cette question de solidarité qui est au cœur de notre démocratie. Et l'urbanisme est un peu la manière dont nous, on veut la spatialiser, cette démocratie. Et la dernière chose, c'est pour répondre peut-être à la question des habitants. Tout à l'heure, moi, je parlais de considération. Plusieurs personnes l'ont repris. On parle d'écoute. On parle d'humilité face à ceux qui habitent un endroit, les habitants. Et je pense que il faut être là avant et sans présupposer sur un projet. Il ne faut pas arriver avec déjà des idées préconçues. Et il y a toute une phase qui n'existait peut-être pas assez avant, qui est le fait de partager, de faire avec, d'agir avec, de comprendre, de s'installer, de penser avec, de vivre avec. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui de résidences, d'architectes, des personnalités urbaines comme Patrick Bouchain l'ont fait. C'est intéressant de relire aussi ces écrits-là pour comprendre aussi des processus qui sont aujourd'hui vraiment nécessaires et qui permettent de replacer en fait le fait de faire ensemble au cœur. Merci beaucoup. Pour conclure ces échanges, c'est Anne Bruniera, la députée du Rhône, qui vous êtes là. Comment? Eh bien, écoutez, je vous propose de rejoindre le pupitre, Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup aux intervenants. Merci pour la pièce de théâtre. Peut-être vous dire d'où je parle avant de rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. Donc, je suis Anne Bruniera, je suis députée du Rhône, je suis en fait députée de Lyon. Et avant d'être députée de Lyon, j'ai été adjointe au maire de Lyon un certain nombre d'années, en charge notamment de la vie associative, de la jeunesse. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec mon collègue de la politique de la ville. Et je suis aujourd'hui députée d'une circonscription qui, pour ceux qui connaissent Lyon, va du parc de la Tête d'Or et du boulevard des Belges, qui est notre 6e arrondissement, un peu l'équivalent du 16e parisien, au quartier de Mermoz, qui est donc un quartier politique de la ville, du 8e arrondissement de Lyon, à la périphérie de la ville de Lyon et qui jouxte Vénissieux, ville qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître. Du coup, la pièce a beaucoup résonné avec mon expérience d'élu local. Je suis toujours élue d'arrondissement local. Et notamment avec des programmes de rénovation urbaine que nous avons connus à Lyon et qui sont toujours en cours, celle de la Duchère, un quartier du 9e arrondissement, qui est la première, la plus ancienne et la plus conséquente, et celle de Mermoz, donc le quartier de ma circonscription, qui est en cours. Et déjà, sur le laps de temps entre ces deux programmes de rénovation urbaine, nous avons constaté des différences, notamment dans l'écoute des habitants et dans le traitement, en gros, des 4 difficultés principales qu'on a bien entendues dans la
pièce de théâtre, qui sont le sujet de l'écoute et du relogement, qui est vraiment le sujet, je pense, on a parlé de souffrance, et qui est vraiment un sujet extrêmement important. Le sujet de la, je vais utiliser ce mot, il est peut-être un peu fort, mais ce qui m'est venu à l'esprit, de la brutalité, en fait, du chantier. Et on est passé de tours qu'on explosait à des tours qu'on grignotait. Et je pense que dans l'esprit des habitants du quartier, dans la façon dont ils voient leur quartier être rénové, ça change beaucoup de choses. Et puis deux autres sujets qui moi, me tiennent beaucoup à cœur, c'est d'une part faire du beau. Quand on fait de la rénovation urbaine, on part effectivement, et c'était bien dit, souvent de quartiers qui se sont dégradés. Il faut les rénover, mais il faut faire plus que les rénover. Et le sujet du beau, de comment on apporte du beau dans ces quartiers, en faisant, par exemple, c'est le cas à la Duchère, j'étais adjointe aux écoles, mais on a fait une école qui est absolument magnifique, qui a beaucoup d'espace, qui a un toboggan pour aller à la cantine. Donc vous voyez quand même, c'est quand même une super école qui fait très envie. Donc il y a le sujet du beau, puis il y a le sujet de l'appartenance, et là je rebondis sur la dernière phrase de la pièce de théâtre, sur le nom de la rue. Le nom de la rue n'a pas changé, le quartier a changé, mais le nom de la rue n'a pas changé. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des noms de rues qui changent quand même, on renomme, et du coup ça m'interroge quand même beaucoup, parce qu'il nous arrive, je suis plus en décision municipale, mais il nous arrive de renommer des rues, donc l'appartenance à un quartier, qui est vraiment importante. Et c'est vrai qu'à Lyon, la rénovation urbaine, je repense à ce que vous disiez, monsieur, la rénovation urbaine a touché des quartiers de Lyon, des parties de Lyon, où il y a une relation avec la centralité, ce qui est à mon avis différent de communes, notamment de la banlieue parisienne que je connais moins, où en fait c'est toute la commune qui a fait l'objet d'un chantier. Là, on a une différence importante sur l'appartenance au quartier, voire l'appartenance à la barre, l'appartenance à la rue, qui est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, dans la rénovation urbaine, et je vais m'arrêter sur ça, parce que je voulais parler après de la mixité et ensuite de l'écologie, c'est trois grands thèmes de l'échange. Nous lançons en ce moment, elle vient de démarrer, une mission sur l'ANRU à l'Assemblée nationale. J'ai oublié de vous dire, j'étais secrétaire de la délégation aux collectivités territoriales pour justement interroger l'ANRU au bout de 20 ans et comment on fait aujourd'hui de la rénovation urbaine entre la destruction, la réhabilitation et l'objectif de tout ça. Deuxième sujet, la mixité. Merci Madame la vice-présidente. Je termine une mission sur les intercommunalités et la mixité sociale à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'intercommunalité est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, puisque en tant qu'adjointe à l'éducation, j'ai beaucoup mobilisé ce qu'on appelle du droit commun pour les quartiers politiques de la ville, pour donner plus dans les écoles des quartiers politiques de la ville. Et ça m'a interrogée car au fur et à mesure de mon mandat d'adjointe, nous avons rénové nos quartiers politiques de la ville et fait diminuer le nombre de logements sociaux dans ces quartiers pour plus de mixité. Et nous avons créé des logements sociaux partout dans la ville pour plus de mixité. Mais dès lors, les personnes qu'on a relogées volontairement, disséminées partout dans la ville, sont aujourd'hui donc dépourvues de tous les dispositifs que nous mettons sur nos quartiers politiques de la ville. Et ça m'interroge énormément. Et je finis sur la mixité en disant qu'il y avait une phrase que j'ai entendue, je ne sais plus si c'est dans le film ou dans la pièce, qui m'interroge énormément. Est-ce qu'on peut faire de la mixité si les gens ne sont pas volontaires? Et ça, c'est vraiment un sujet, enfin, je pense que là, peut-être que j'ouvre une porte ouverte, mais qui est très importante, qu'on voit beaucoup en tant qu'adjoint aux écoles, parce qu'on fait de la mixité, en tout cas à Lyon, on a fait nos mixités dans nos écoles, qui marchent relativement bien et qui se dégradent au fur et à mesure que les enfants grandissent, du fait de familles qui partent, notamment pour habiter dans des pavillons. Pardon si je suis trop longue en fait. J'avais que 2 minutes, il fallait me le dire. Et donc on perd de la mixité sociale. Je suis désolée Madame la députée, on me fait des signes à moi et là je dis je peux rien faire. Je dis un dernier mot sur l'écologie dans les quartiers car c'est bien sûr un sujet important et je dis que 2 mots. Premièrement, il faut laisser les habitants définir quelle est l'écologie qui leur convient et je prendrai juste 2 exemples. À Mermoz par exemple, ça fait très longtemps qu'il y a une collecte de pain parce que les habitants avaient bien sûr remarqué que certains jetaient le pain par les fenêtres, etc., et que ça posait des problèmes de salubrité. Ils ont d'eux-mêmes demandé un budget pour faire des cases à pain, et maintenant ils récoltent le pain. Ils collectent le pain, ça ne se récolte pas,
pour l'apporter à des centres équestres. Et ils ont eu l'idée tout seuls et ils l'ont fait tout seuls et ça a résolu un gros problème dans le quartier. Et je pense aussi aux vélos, puisque j'ai mis en place des vélos écoles et on a aussi des ateliers roule cool dans nos écoles pour apprendre le vélo. Aujourd'hui, il y a des pistes cyclables qui se font dans des quartiers qui honnêtement sont tellement enclavés, tellement éloignés géographiquement, ou tout en haut d'une côte, je pense au Haut du Lièvre, mais là du Cher, c'est un peu pareil, qu'aujourd'hui les gens ne sortent pas du quartier. Donc c'est bien d'apprendre le vélo pour le quartier, mais en fait, ce n'était pas leur besoin. Et je pense qu'il faut partir des besoins, mais là aussi, j'ouvre une porte ouverte, partir des besoins des habitants pour qu'eux-mêmes fassent leur propre écologie et ne pas calquer l'écologie de centre-ville dans nos quartiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Anne Bruniera, merci à vous. Alors, je vous le disais, et on me fait des grands signes, nous sommes en retard, donc je vais vous remercier. Marie-Christine Jaillet, Christine Lecomte, Emmanuel Bélanger, Anne Terlet. Merci à tous les quatre, merci à toutes les quatre. Pierre Serre-Siron, merci encore une fois à vous. Merci à tous, et on continue, c'est ça? Eh bien, on continue. Je laisse la place au suivant. À très bientôt.